Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Le mandat de l'ONUCI est arrivé à son terme après 13 ans de présence de cette structure dans le pays. Avant son départ, l'opération des Nations Unies a transféré ses activités au gouvernement et à l'équipe pays des Nations Unies. Une signature a eu lieu à cet effet à l'auditorium de la primature. Elle s'est faite en présence du Premier ministre Daniel Cablon-Duncan et du sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de maintien de paix, Abou Sanogo. Une signature suivie de la remise officielle du plan de transfert des activités de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire au gouvernement ivoirien et à l'équipe pays des Nations Unies. Ces deux actes marquent la fin du mandat de l'ONUCI après 13 années de présence sur le territoire ivoirien. Cela en application de la résolution 2284 du 28 avril 2016 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a fixé la fin de son mandat au 30 juin 2017. Cette résolution salue les progrès accomplis par la Côte d'Ivoire sur la voie de la paix depuis la fin de la crise post-électorale de 2010 à 2011. À la suite du départ de l'ONUCI, le Conseil de sécurité recommande que l'équipe pays des Nations Unies, les agences, fonds et programmes des Nations Unies continuent à accompagner le gouvernement et le peuple ivoirien dans la pérennisation des acquis en matière de paix et de stabilité. C'est dans cette perspective que nous avons travaillé étroitement avec le gouvernement, l'équipe pays et les autres partenaires pour définir un processus de transition durable. Le retrait prochain de l'ONUCI, la Côte d'Ivoire, s'inscrit dans une stratégie globale de reconfiguration des opérations de maintien de la paix des Nations Unies en Afrique de l'Ouest. Si nous pouvons et devons tirer une légitime fierté de ce qui a été accompli en ce laps de temps, force aussi est de reconnaître que le mérite du résultat accompli revient d'abord et avant tout aux acteurs et au peuple ivoirien. Le chef du gouvernement, pour sa part, salue l'apport de l'ONUCI dans le retour de la paix et de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Grâce à l'intervention et à l'accompagnement efficace de l'ONUCI, avec le soutien des autres partenaires bilatéraux et multilatéraux, la Côte d'Ivoire a renoué avec la paix et la stabilité, préalable indispensable à son développement. La Côte d'Ivoire, sous la haute égide du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, est sortie de la situation de crise. Elle s'est stabilisée avec la forte adhésion du peuple ivoirien sur le chemin de son développement. Il est prévu un processus de rétrocession des sites occupés par l'ONUCI. Un mot d'économie, Abidjan accueille la deuxième édition du Forum africain sur la finance islamique. Il planche sur les voies et moyens en vue d'accélérer le développement inclusif de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan a pris part à la rencontre. Lansine Bakayoko, Jean-Jacques Kwame. Cette deuxième édition du Forum africain sur la finance islamique est un rendez-vous de plus de 300 experts pour mieux comprendre les enjeux de ce nouvel instrument de financement des économies africaines et surtout les domaines d'intervention. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, tous les secteurs sont concernés, notamment l'eau et l'assainissement, le transport, les infrastructures économiques, l'éducation, la santé, la formation, l'agriculture, la finance. La finance islamique prend ainsi le pari de se poser en alternative crédible ou du moins en complément aux institutions classiques de financement. Problème, les ressources de cette finance islamique ont jusque-là été orientées vers le public. Aujourd'hui, il s'agit donc d'élargir son champ d'action au secteur privé. Les opportunités de financement du secteur privé sont nombreuses. En Côte d'Ivoire, la contribution attendue du secteur privé au financement du Plan national de développement 2016-2020 est de 18 000 milliards de francs CFA sur les 30 000 milliards attendus. Le gouvernement de Côte d'Ivoire veut maintenir sa forte croissance, d'où les réformes structurelles engagées qui sont destinées à garantir un environnement des affaires attractif pour les PME, mais également pour d'autres projets porteurs. Ces projets nécessitent des financements conséquents et innovants, outre le renforcement, bien sûr, de la coopération avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux traditionnels. Vous comprenez toute notre satisfaction d'accueillir, pour une seconde fois, cette rencontre de haut niveau destinée à accélérer le développement de la finance islamique en Afrique subsaharienne. La Côte d'Ivoire a déjà récolté 150 milliards de francs CFA sur le marché de la finance islamique en 2016. Au titre de l'année budgétaire 2017, le pays devrait procéder à un autre emprunt du même montant.
Parlant éducation nationale, la Chine octroie à la Côte d'Ivoire un financement de 14 milliards de nos francs, un don qui va servir à la construction de 4 lycées ultramodernes, dont un dans la commune de Grand Bassam, à Graskondo. Bientôt, un lycée d'excellence ultramoderne à Grand Bassam. Cet établissement fait partie des 4 lycées de ce type qui seront construits et financés sous forme de dons par l'État chinois. Coût 14 milliards de francs CFA. Ces lycées vont contribuer à l'extension de l'offre éducative. Celui de Grand Bassam, d'une capacité de 1000 élèves, sera bâti sur une superficie de 14 700 mètres carrés. Avec la mise en service de ce projet, la coopération bilatérale dans le secteur de l'éducation sera renforcée davantage. L'État de la Côte d'Ivoire va former plus d'élites, tellement requis pour le développement du pays. Nous nous souviendrons et nous trouverons à chaque enfant qui réussira dans ce lycée une occasion de rendre hommage à ce grand pays frère, à la tradition multiséculaire qui sait valoriser l'homme. Les lycées d'excellence, dont le premier sera livré à Grand Bassam, nous aidera à atteindre notre objectif essentiel d'extension de l'offre éducative dans notre pays. La coopération sino-ivoirienne dans le secteur de l'éducation a permis la réhabilitation de 2 lycées à Anyama et à Touba. La ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, a traduit la reconnaissance du gouvernement ivoirien au peuple chinois. Toutes ces réalisations s'inscrivent dans la politique de mise en œuvre de la réussite pour tous dans un système éducatif de qualité en Côte d'Ivoire. Lutte contre la cybercriminalité, l'État ivoirien dispose désormais de moyens conséquents. Le ministre de l'économie numérique et de la Poste l'a annoncé hier. Bruno Nabagné-Koné a également invité les entreprises de transfert d'argent et de colis à s'adresser à l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, ARTCI, sous peine de voir leurs activités suspendues. Francis Boifou. La réponse du ministre de l'économie numérique et de la Poste sur la cybercriminalité a tout d'une mise en garde. Aujourd'hui, on ne peut plus se livrer à cette activité-là impunément. Les dispositions sont prises à la fois par nos services et par les services de police. Les jeunes, principalement, nous essayons de leur dire que ce n'est plus une voie aujourd'hui pour gagner de l'argent. Si des jeunes ont des compétences, nous les appelons à nous rejoindre dans le secteur. L'État encourage l'utilisation d'Internet dans le cadre professionnel. Des projets d'accès au haut débit sont en cours pour atteindre 90% de taux de couverture dans les mois à venir. Avoir une diversité de l'offre, diversité qui doit conduire vers une baisse des prix. Avant la fin de cette année, en ce qui concerne le coût de l'Internet de gros et le coût de l'Internet de détail. Dans le domaine des colis et paquets, de nouvelles dispositions ont été prises pour réguler l'activité postale. C'est une loi qui permet à tous ceux qui s'adonnent à une activité postale, c'est-à-dire qui transportent du courrier, qui livrent du courrier, qui transportent de l'argent, qui livrent de l'argent, etc., nous leur demandons de s'adresser à l'autorité de régulation qui est l'ARTCI pour s'immatriculer. Sinon, bientôt, ils ne pourront plus exercer cette activité-là. Concernant les activités de téléphonie mobile, un accent est mis sur le mobile money. Désormais, c'est 20 milliards de francs CFA de transactions journalières avec 25 millions d'abonnés au mobile contre 16 millions en 2012. Bruno Nabagné-Koné souhaite un taux d'inclusion financière de 40% les années à venir contre 15% en 2015. Il s'est félicité des avancées enregistrées dans le secteur de la téléphonie et des efforts consentis par le gouvernement pour redonner une image plus reluisante à la Poste de Côte d'Ivoire face au TIC. Le taux d'électrification sur le continent était de 66% en 2008, selon l'Agence internationale de l'énergie AIE. Près de 600 millions de personnes n'avaient pas accès à l'électricité. Ce sera le cas pour plus d'1 milliard de personnes en 2030, en raison d'une baisse de la production selon des experts. De plus, les sociétés d'électricité africaines dépendent de la main-d'œuvre étrangère pour les travaux d'investissement.
Comment satisfaire le besoin de l'Afrique en électricité? Une rencontre sur le capital humain et le leadership table sur la question. Elle est initiée par le réseau africain des centres d'excellence en électricité. Francis Boifou. Dans le domaine de l'énergie, les experts indiquent que le premier intrant de production reste les ressources humaines. Malheureusement, l'Afrique n'en dispose pas suffisamment au regard des besoins actuels en énergie. Au fil des années, les compétences sont en extinction. Ça veut dire que les cadres pointus ou techniciens de haut niveau qui sont enseignés dans les sociétés ne sont pas remplacés. La formation professionnelle n'est plus celle qu'elle était avant. Donc, il y a un réel problème de ressources humaines. Conséquence, les sociétés d'électricité africaines ont souvent recours à la main-d'œuvre étrangère. C'est pour permettre à ces entreprises de disposer de ressources humaines prêtes à toute éventualité que se tient cet atelier à l'attention des directeurs des ressources humaines. Nous allons leur enseigner la méthode de prévision pour que tout le monde soit mis au même niveau d'information. Parce que vous savez aussi qu'il y a des transformations technologiques. Certaines sociétés sont en train de passer de l'analogique au numérique et les cadres anciens ne sont pas toujours adaptés. Cette formation sur le leadership et le capital humain en Afrique prendra fin le 19 octobre prochain. En matière de développement rural, un atelier national de validation des projets de politique sectorielle de l'eau potable en Côte d'Ivoire s'est tenu ici à Abidjan. Les participants réfléchissent à une stratégie nationale de gestion et de maintenance des infrastructures d'eau potable dans le pays. Cette rencontre est le fruit d'une collaboration entre le ministère des Infrastructures économiques et l'Union européenne. Herman Guivet. De l'eau potable pour les populations urbaines et rurales. Priorité des priorités pour le gouvernement, priorité des priorités pour le ministère des Infrastructures économiques et ses partenaires de l'Union européenne. Courant année 2000, des réformes significatives sont entreprises dans le secteur de l'eau potable. Si ces réformes institutionnelles ont permis de donner une meilleure orientation des différents acteurs, il faut cependant noter que le secteur de l'eau potable ne dispose pas à ce jour de documents de référence performants pour accompagner la mise en œuvre optimale de ces réformes. Le cœur de cible, le milieu rural. D'énormes efforts ont été faits dans le secteur urbain, non seulement à Abidjan, mais dans les grandes villes de l'intérieur. Le secteur rural est une des préoccupations majeures avec naturellement les quartiers périurbains de la ville d'Abidjan qui sont assimilables pour certains d'entre eux à de l'accès à l'eau potable en milieu rural. Cet atelier se veut être d'une grande importance pour notre ministère car il va enfin ouvrir la voie à des réflexions qui doivent nous permettre de consolider des acquis, mais surtout de constituer un cadre propice à l'attrait de nombreux bailleurs de fonds pour lesquels l'existence d'un document de politique sectorielle est une priorité et un préalable à toute intervention. Un document de politique sectorielle de l'eau potable en Côte d'Ivoire, issu des différents projets de texte étudiés, amendés et consolidés au niveau des différentes structures du ministère des Infrastructures économiques, soumis aux acteurs du service public de l'eau potable pour validation. Des dirigeants africains s'engagent dans la lutte contre la malnutrition. Parmi eux figurent l'ancien président du Ghana, John Kufuor, et l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. L'initiative lancée ici à Abidjan vise à mobiliser 7 milliards de dollars par an sur 10 ans. Noël Gagnou. La malnutrition, une menace pour l'Afrique, et pour cause. L'Afrique perd 11% de PIB chaque année à cause de sous-nutrition. Dans un monde où il y a l'industrialisation, de quatrième industrialisation, on parle aujourd'hui du fait que nous avons 28 millions d'enfants qui sont sous-développés à cause de malnutrition. Ce n'est pas acceptable. Ces dirigeants africains, Akivomi Adesina, président du groupe de la BAD, John Kufuor, ex-président du Ghana, Kofi Annan, ex-secrétaire général de l'ONU, Aliko Dangote, le richissime Nigérian, pour ne citer que ceux-là, veulent venir à bout de ce fléau qui menace l'Afrique dans ce qu'elle a de plus précieux, son avenir. Parce que le retard de croissance des enfants d'aujourd'hui mènera au retard de croissance économique de demain. Une solution
repenser l'agriculture dans toutes ses dimensions. Nous pensons que pour résoudre ces problèmes, il faut augmenter la productivité de le secteur agricole. Il faut renforcer le niveau de financement dans le secteur, mais pas seulement par le secteur public. L'agriculture doit être prise comme une business. Donc, le secteur privé doit jouer un rôle très critique pour ce financement. Voilà qui explique l'initiative Les dirigeants africains pour la nutrition, portée sur les fonds baptismaux au séjour dans les locaux de la BAD. Cette initiative va nécessiter la mobilisation tous les ans de 7 milliards de dollars, soit 3 500 milliards de francs CFA sur 10 ans contre un coût de l'inaction qui est de l'ordre de 12 500 milliards de francs CFA. Hors de nos frontières, un accord politique a été trouvé en République démocratique du Congo entre la majorité et une frange de l'opposition et de la société civile. Il devrait être signé aujourd'hui individuellement par les quelques 300 participants au dialogue, selon le facilitateur de l'Union africaine Edem Kodjo. L'accord a été adopté hier en plénière par acclamation. La bataille de Mossoul en Irak a débuté comme prévu. Soutenues par la coalition internationale, les forces irakiennes ont presque atteint leur objectif du jour, au dire du Pentagone, alors que la vaste offensive pour reprendre la ville irakienne vient de commencer. Selon le porte-parole du Pentagone, 7 millions de tracts seront déversés dans les prochaines 48 heures pour prévenir les habitants. Deuxième ville d'Irak et capitale de l'État islamique en 2014, c'est à Mossoul que le leader de l'aile avait annoncé la création de son autoproclamé califat. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de journée à tous et à toutes.